Voilà. Une fois de plus, soyez tous le bienvenu. Maintenant, on sera déjà plus complète, je crois. Il y a 2 orateurs qu'on a prévus. D'abord, Simon Van Este, qui est attaché au secrétariat du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, va nous expliquer l'historique de cet arrêté royal. Et par après, ce sera Marie-Elise Van Bellingen, qui est juriste à la division des normes de l'humanisation du travail au SPF Emploi, qui va nous expliquer le contenu de cet arrêté royal. J'espère qu'on aura assez de temps par après pour répondre à certaines de vos questions. Alors, je donne la parole tout de suite à Simon Van Est. Simon. Oui. Voilà. Alors, donc le rôle renforcé du médecin du travail pendant la pandémie Covid-19, comment est-ce que ça a commencé? Alors, afin de situer ce qui a donné lieu à l'arrêté royal sur le rôle du médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pendant la pandémie, et donc c'est l'arrêté royal que ma collègue Marie-Elise vous présentera dans quelques instants, il faut revenir à la période du premier confinement, donc à la mi-mars 2020. Donc pendant le confinement, comme vous le savez, les différentes entreprises non essentielles, ou en tout cas les départements qui ne pouvaient pas offrir du télétravail à leurs travailleurs, ont dû fermer. Et ce confinement a donc aussi eu un impact sur le fonctionnement et les missions des services externes de prévention et de protection au travail. C'est pourquoi la Direction générale pour le contrôle du bien-être au travail a rédigé une première note le 18 mars 2020 à l'attention des différents services externes pour leur indiquer quels services étaient devenus impossibles et lesquels pouvaient encore être proposés pour contribuer à ce que les services de prévention et de protection au travail tirent tous dans la même direction par rapport à cette pandémie. Alors, dans cette note, on indiquait entre autres que la surveillance périodique de la santé, en concertation avec l'employeur, pouvait être temporairement suspendue, et il y était également déterminé quels examens pouvaient encore être effectués dans la mesure du possible. Alors, il s'agissait des évaluations de santé préalables, des consultations spontanées, des examens d'aptitude à la conduite, des examens de reprise du travail et des examens pour la protection de la maternité. Plus tard, une deuxième note plus détaillée, donc le 10 avril, a été rédigée par la Direction générale du contrôle du bien-être au travail. Cette note contenait une annexe avec un tableau récapitulatif dans lequel il est précisé les examens et les actes qui étaient suspendus, toujours bien sûr en concertation avec l'employeur. Donc, lesquels de ces examens et actes pouvaient avoir lieu, lesquels devaient avoir lieu, donc c'était obligatoire, et de quelle manière ils pouvaient avoir lieu, par exemple s'ils pouvaient avoir lieu en téléconsultation ou non. Dans la note, il est également souligné que la surveillance de la santé ne pouvait pas avoir lieu en ce qui concerne les travailleurs en chômage temporaire, puisque l'exécution de leur contrat de travail était suspendue pendant leur période de chômage. De plus, on peut mentionner que pendant cette période, le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail a intensément travaillé à la rédaction du guide générique, qui est, je pense, bien connu désormais. Donc le guide générique travaille en toute sécurité. La première version du guide a été publiée sur le site internet du SPF Emploi le 23 avril 2020. Et depuis, nous en sommes déjà à la troisième version. En effet, il y a plusieurs adaptations et des ajouts qui ont été faits afin de répondre à l'évolution des circonstances et aux nouvelles visions concernant le coronavirus et cette pandémie. Alors, après le redémarrage de toutes les entreprises, la Direction générale du contrôle du bien-être au travail a envoyé une troisième note au service externe le 20 mai 2020. Dans cette note, le tableau récapitulatif était adapté et on y avait mentionné que les évaluations de la santé périodiques pouvaient avoir lieu dans la mesure du possible. Toujours après le démarrage de l'entreprise, donc en mai 2020, le tracing des contacts a commencé et alors l'exécution des tests, des contacts à haut risque. Dans la procédure de Scientiano concernant le contact tracing et les tests, il n'y avait aucun rôle prévu pour le médecin du travail quand il s'agissait d'un travailleur contaminé qui avait été présent sur le lieu de travail les jours qui précédaient la constatation de sa contamination. Mais dans la pratique, il arrivait quand même parfois que le médecin du travail soit impliqué dans une plus ou moins grande mesure.
Alors, aussi bien COPREF que l'Association des médecins du travail interne, la MTI, et Kempreva ont établi différentes feuilles de route, des procédures et des outils pour détecter les contacts dans les entreprises, de telle sorte que tous les médecins du travail travaillent de la même manière lorsqu'ils avaient pris connaissance qu'un travailleur était soit tombé malade au travail ou alors qu'il avait été présent au travail les jours qui précédaient le constat de sa contamination. Sur le terrain, le médecin du travail rencontrait pourtant un certain nombre de problèmes pour effectuer correctement cette détection de contact. Tout d'abord, il n'avait pas accès au système d'enregistrement et il ne pouvait pas écarter du travail les personnes dont il pensait qu'ils avaient été des contacts à haut risque d'un travailleur contaminé. Donc, il était nécessaire de veiller à ce que les médecins du travail puissent prendre un véritable rôle complémentaire et de soutien dans le contact tracing, et qui serait clairement prévu dans quel cas le médecin du travail pourrait tester ou bien leur faire tester sur le lieu de travail les travailleurs, et que cela serait également stipulé dans les procédures de Cienzano. En même temps, on voyait également des pratiques extralégales apparaître. En effet, certains employeurs faisaient tester leurs propres travailleurs en faisant appel à différents laboratoires cliniques avec lesquels ils avaient conclu un contrat. À partir de ce moment-là, les membres du Conseil supérieur au sein du bureau exécutif ont décidé qu'il était temps d'intervenir et de tirer la sonnette d'alarme. Et le 1er juillet, ils ont publié une première déclaration pour souligner les différents problèmes et demander qu'on s'attaque à ces problèmes. Alors, on peut résumer en 5 points cette déclaration des partenaires sociaux. D'abord, la réalisation des examens médicaux sur le lieu de travail n'est possible que dans le cadre de la loi Mahou du 28 janvier 2003, et c'est-à-dire donc dans le cadre de la médecine du travail et uniquement par le médecin du travail. Et donc ça, c'est un premier point en réaction aux pratiques extralégales que j'ai mentionnées tout à l'heure. Un deuxième élément, c'est que le médecin du travail agit toujours dans le cadre juridique de la loi du bien-être au travail et du code du bien-être au travail. Un troisième point, c'est que le contact tracing pouvait être en tout cas plus efficace et rationnel. Et pour cela, il fallait attribuer un rôle formel de prévention et de coordination aux médecins du travail, que les médecins du travail devaient pouvoir délivrer des certificats de quarantaine lorsque c'était nécessaire, et qu'il était important que les autorités publiques coordonnent leurs activités dans un seul but, prévenir la propagation du virus. Mais dans la pratique, en octobre de l'année dernière, les médecins du travail n'avaient toujours pas tous les outils nécessaires pour pouvoir jouer un rôle clé sur le lieu de travail. Par exemple, ils n'étaient toujours pas en mesure de générer eux-mêmes un code pour pouvoir envoyer les travailleurs vers un centre de test. Et donc, les partenaires sociaux du bureau exécutif du Conseil supérieur ont adopté une nouvelle position. Dans cette position, ils demandaient que la procédure de contact tracing donne un rôle clé aux médecins du travail. Et pour cela, le médecin du travail avait besoin des informations claires de la part du centre de contact sur l'identité du travailleur et de son employeur, de pouvoir prendre connaissance des contacts professionnels étroits du travailleur contaminé sur le lieu de travail. Et ces informations-là, il devait pouvoir les recevoir soit de l'employeur, soit du travailleur infecté lui-même. De pouvoir avoir accès aux données de l'entreprise concernant les travailleurs pour pouvoir contacter les travailleurs qui avaient été en contact avec le travailleur contaminé sans devoir passer par l'employeur. Il devait avoir aussi la possibilité de délivrer les certificats de quarantaine. Et enfin, il devait pouvoir avoir la possibilité soit d'orienter un travailleur directement vers un centre de dépistage, ou alors d'avoir la possibilité de tester lui-même le travailleur dans certains cas. Enfin, les partenaires sociaux déclaraient également que le médecin du travail devait pouvoir effectuer des tests dans un cadre cohérent. Et ce cadre sera présenté par Marie-Lise tout à l'heure, puisque c'est le cadre qui est prévu par l'arrêté royal. Alors, le message des partenaires sociaux a été clairement entendu par les instances concernées, et les médecins du travail ont ainsi reçu progressivement un rôle dans la lutte contre le coronavirus, en tout cas sur le lieu de travail. Mais l'exercice des différentes tâches, de ces nouvelles tâches, était parfois difficile à concilier avec l'exercice des autres tâches, les tâches habituelles du médecin du travail, et donc il était nécessaire de définir clairement les priorités dans une nouvelle réglementation, afin d'avoir de la clarté, aussi bien pour les employeurs que les travailleurs, et aussi pour garantir la sécurité juridique. Alors, pour terminer, je dirais quand même qu'il faut, c'est quelque chose qui est important à dire et à répéter, c'est que pendant la pandémie,
Les partenaires sociaux du Conseil supérieur se sont engagés toujours en faveur de la santé et de la sécurité. C'était leur objectif principal jusqu'à maintenant. Ça ressort des différentes déclarations et des positions unanimes qu'ils ont formulées et des différents appels qu'ils ont lancés. Il y a notamment, entre autres, encore l'appel du 26 août 2020 qui est toujours d'actualité. Dans cet appel, les partenaires sociaux demandent qu'il y ait plus de coordination et d'ajustement, car ça a une importance fondamentale, et donc la coordination doit avoir lieu entre les partenaires sociaux, entre les différentes administrations impliquées, entre les différents SPF et entre les différents gouvernements en Belgique. De cela permettrait d'éviter que les choses ne dégénèrent sur le terrain ou ne créent de la confusion ou de la frustration. Merci beaucoup, Simon. Maintenant, je vais tout de suite passer la parole à Marie-Elise van Bellingen. Marie-Elise va nous expliquer le contenu de l'arrêté royal. À vous la parole. Et entre-temps, vous êtes tous invités à poser des questions si vous en avez. Là où vous trouvez en haut de votre écran la petite point d'interrogation. Alors, c'est là que vous devez déposer vos questions. Merci. Marie-Elise, à vous la parole. Bonjour, voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien correctement. Carole, tu confirmes? Je confirme. Super, merci. Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, on va voir ensemble un aperçu de cet arrêté royal sur le rôle renforcé du médecin du travail dans la pandémie de Covid-19. Alors, rapidement, pour revenir sur le code donne déjà un rôle au médecin du travail dans le cadre des maladies contagieuses graves au travail, puisqu'il a la possibilité d'interdire l'accès au travail pour un travailleur qui est malade d'une maladie contagieuse grave. Mais cette règle était trop limitée que pour permettre, par exemple, de prendre des mesures de quarantaine sur le lieu de travail. À côté de ça, on a aussi la partie du code, le livre 7, sur les agents biologiques. Depuis novembre 2020, le Covid est intégré comme agent biologique du groupe 3. Mais cette partie du code ne concerne que les travailleurs qui sont exposés ou qui peuvent être exposés au Covid en raison de leurs activités de travail. Donc ça ne concerne pas tous les travailleurs en général. Or, actuellement, le Covid est bien présent partout, il circule partout dans la société. Ce qui est bien applicable à tous les travailleurs en général, c'est le guide générique, actuellement dans sa version 3. Ce guide permet de prendre des mesures pour un travail en toute sécurité au travail, mais ce guide ne prévoit pas des règles spécifiques pour le médecin du travail. Voilà, un petit peu comme Simon vous a expliqué à l'instant, d'où la nécessité de ce nouveau cadre réglementaire qui est entré en vigueur le 21 janvier 2020. Alors, c'est un arrêté royal qui est pris en exécution de la loi bien-être. Vous avez la base légale qui permet de prendre un arrêté royal dans des situations spécifiques, mais ce n'est pas un arrêté qu'on a voulu intégrer dans le code du bien-être au travail. C'est un arrêté royal à part. Pourquoi? Parce que c'est un arrêté royal temporaire. Alors, dans l'arrêté royal, on n'a pas indiqué de date de fin pour terminer les mesures, étant donné qu'on ne sait pas encore actuellement quand ces mesures ne seront plus nécessaires. Tout ceci est fort lié aux mesures de l'arrêté ministériel qui prévoit des mesures spécifiques liées au Covid. Et à partir du moment où le médecin du travail pourra à nouveau reprendre la surveillance de la santé normale, eh bien, cet arrêté sera abrogé et d'éventuelles mesures transitoires seront prises, tout ceci en concertation avec les partenaires sociaux. Voici l'aperçu dans les grandes lignes de ce nouvel arrêté royal. Sachez aussi qu'il y a un rapport au roi qui accompagne la publication de cet arrêté royal et que vous pouvez consulter donc, pour obtenir plus d'explications par rapport aux mesures qui sont prises. Alors, ce nouvel arrêté royal a deux objectifs, principalement de régler les nouvelles tâches du médecin du travail qu'il doit assumer pour limiter la propagation du Covid au travail et en conséquence régler l'impact de ces nouvelles tâches sur les tâches habituelles de surveillance de la santé. D'autant plus que depuis le début de la pandémie, bien entendu, la surveillance de la santé n'avait plus pu être exécutée de la manière prévue par le Code. Donc, il fallait régler tout cet impact. Et cet arrêté royal s'adresse à qui? Eh bien, tant aux médecins des services externes que externes de prévention, que internes et externes, pardon, de prévention, tant aux petits employeurs qu'aux grands employeurs, et tant au secteur privé que public. Donc, c'est vraiment le champ général d'application de la réglementation bien-être au travail.
Alors, les nouvelles tâches, les tâches supplémentaires du médecin du travail plus en détail comprennent le traçage des contacts à haut risque sur le lieu de travail. Suite à cela, le fait de délivrer, de remettre des certificats de quarantaine, si nécessaire d'envoyer des travailleurs subir un test, voire de les réaliser directement lui-même. Pour tout ceci, il est bien entendu important que tant l'employeur que le travailleur collaborent avec le médecin du travail et c'est prévu expressément dans l'arrêté royal, c'est souligné. Alors, spécifiquement concernant le traçage des contacts, l'arrêté royal prévoit que le médecin du travail recherche les contacts à haut risque sur le lieu de travail dans 2 cas. Le premier, c'est si un travailleur a été testé positif, donc pour un cas confirmé de Covid, alors que le travailleur était présent au travail dans les jours précédant la réalisation du test ou l'apparition des symptômes. À ce moment-là, le médecin du travail va commencer à chercher les contacts à haut risque de ce travailleur. Il va suivre les directives de Cienzano, à savoir remonter à 2 jours avant l'apparition des symptômes pour un cas symptomatique et 2 jours avant le prélèvement du test pour un cas asymptomatique. Alors, ça concerne uniquement des travailleurs qui étaient présents au travail. L'idée, évidemment, n'est pas de se préoccuper des travailleurs qui sont à 100% en télétravail et qui seraient testés positifs. Il n'y a pas besoin de chercher les contacts de ces travailleurs-là, puisqu'ils n'ont pas pu contaminer d'autres collègues au travail, donc ce ne serait pas pertinent. La deuxième possibilité de recherche des contacts, c'est lorsqu'il y a une indication d'un risque d'épidémie dans l'entreprise suite à des contacts avec des tiers, par exemple des visiteurs, des clients, des sous-traitants ou des patients. Par exemple, dans un centre de soins, quand l'employeur sait qu'un patient est contaminé et qu'il risque d'y avoir une contamination par rapport aux collègues, et bien là, la recherche des contacts peut être lancée. Alors, qui est visé par cette recherche des contacts? C'est assez large. La recherche des contacts vise tout le monde qui peut être infecté, contaminé, suite au contact avec un travailleur malade. Alors, cela peut par exemple concerner d'autres travailleurs, l'employeur, des clients, des patients ou une société extérieure de nettoyage, des intérimaires. Donc, c'est assez large, mais la limite, c'est que ça reste dans le contexte professionnel. Le médecin du travail n'est pas amené à intervenir, bien sûr, par rapport au contexte familial ou aux amis. Alors, comment le médecin du travail reçoit ces informations? Eh bien, ça peut provenir de différents côtés. Il peut recevoir ces informations-là via le centre de contact, voire directement par le travailleur qui serait testé positivement, par l'employeur, et donc tout ceci est couvert par le secret médical. Alors, comment le médecin du travail va réaliser ce traçage des contacts? Il va suivre les directives des autorités, donc en particulier de Cienzano. Il y a des procédures qui sont indiquées sur le site internet de Cienzano, et notamment par rapport au fait de déterminer qui est un contact d'une personne positive. Ensuite, on distingue les contacts à haut risque des contacts à faible risque, et puis on détermine les mesures qui s'imposent en conséquence. Spécifiquement par rapport au lieu de travail, il est intéressant de consulter la feuille de route établie par COPREV qui donne de bonnes indications sur le lieu de travail pour le médecin du travail. Alors, si le médecin du travail établit qu'un travailleur était contact à haut risque d'une autre personne et que cette personne devrait aller en quarantaine en conséquence, eh bien, il faut qu'il lui remette un certificat de quarantaine. Il existe des modèles disponibles sur le site de l'INAMI, suivant les différentes régions et les différentes langues, donc pour Bruxelles, la Wallonie, la Flandre, et pour les germanophones. Alors, si quelqu'un doit être mis en quarantaine, en principe, c'est parce qu'il n'est pas malade. Si la personne est malade, elle est en isolement, qui est plus strict comme mesure. Si donc la personne est en quarantaine et n'est pas malade, elle pourrait a priori faire du télétravail. Si ce n'est pas possible à cause de sa fonction, elle pourra bénéficier d'allocations de chômage temporaire liées à la force majeure Covid. Et donc, il est important que le médecin du travail remette le certificat à l'employeur et ainsi, le travailleur peut demander ses allocations de chômage au bureau de chômage. Alors, bien entendu,
il faut que le médecin du travail informe l'employeur lorsqu'il met des travailleurs en quarantaine, ce qui permet à l'employeur de suivre le respect des mesures de quarantaine et par exemple de renvoyer un travailleur chez lui s'il se présentait au travail. Alors en principe, je vous le disais, un travailleur en quarantaine ne peut pas venir travailler sur le lieu de travail. Mais il y a aussi des discussions sur les exceptions possibles à la quarantaine. Par exemple, pour les fonctions essentielles comme les soignants ou suite à des retours de voyage, sachant que la quarantaine est une mesure préventive qui ne vise normalement pas une personne qui est positive, sinon elle est isolée. Alors, les exceptions sont définies par les réglementations des autorités régionales. Donc, il faut aller les consulter. Et il y a des amendes qui sont prévues en cas de non-respect des mesures de quarantaine. Ce n'est pas toujours évident de s'en sortir, mais en tout cas, il faut être très prudent par rapport aux exceptions. Sinon, la quarantaine perd bien entendu tout son sens. Alors, le médecin du travail peut générer un code désormais pour envoyer un travailleur se faire tester auprès d'un centre de test, d'un village de test. On privilégie le renvoi vers un centre de test parce que le testing par le médecin du travail est quand même un peu plus compliqué et nécessite notamment de disposer du matériel adéquat. Alors, qui peut être renvoyé vers un centre de test? Ça concerne les travailleurs présents au travail. Et il y a 5 cas qui sont définis précisément dans l'arrêté royal, à savoir, en premier lieu, les contacts à haut risque d'une personne positive au Covid. Le deuxième situation, c'est pour éviter une pandémie, par exemple dans un centre de soins, quand il y a plusieurs infections liées entre elles ou dans le département d'une entreprise. Et cela relève généralement de la gestion des foyers et est fait en concertation avec les autorités régionales, les inspections régionales. Le troisième cas, c'est aussi de la gestion des foyers. Ça vise les travailleurs étrangers qui travaillent temporairement en Belgique et dont l'un est testé positif ou présente des symptômes. Ici, la raison, c'est qu'une infection peut se répandre plus facilement auprès de ces travailleurs qui, généralement, travaillent ensemble, certes, mais également partagent un lieu de résidence, voire les transports entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Donc, ça concerne notamment les secteurs de la viande, de l'horticulture, de la construction, etc. Le quatrième cas, c'est quand l'employeur envoie un travailleur à l'étranger pour effectuer un voyage professionnel et que le pays de destination, voire la compagnie, par exemple aérienne, impose un résultat négatif de test. Le dernier cas, ici, c'est une option supplémentaire pour couvrir des cas auxquels on n'aurait pas pu penser lors de la rédaction de l'arrêté royal. Donc, ces cas peuvent être déterminés par l'autorité compétente, mais ça doit se faire en concertation avec le SPF Emploi. Actuellement, il n'y a pas de possibilité supplémentaire qui est prévue. Alors, le médecin du travail peut également tester lui-même. Comme je vous le disais, l'idée est plutôt de renvoyer vers les centres de test, mais dans certaines hypothèses, par exemple, pour aller plus vite, pour agir plus vite, pour gérer un foyer ou lorsque les centres de test sont surchargés suite à des retours de vacances, le médecin du travail peut tester lui-même les travailleurs. Alors, ça concerne les mêmes catégories, donc les 5 catégories que je viens de vous expliciter. Et le médecin du travail peut le faire lui-même, ou bien il peut le faire par un infirmier de son équipe, mais sous sa responsabilité. Alors, uniquement s'il dispose, bien entendu, des équipements de protection individuelle, tels que le tablier, le masque FFP2, les gants, etc., protection du visage, et le matériel de test qui sont appropriés. L'arrêté royal ne fait pas de distinction entre le type de test, donc entre les tests PCR et les tests rapides, mais il faut suivre la stratégie de test. Or, actuellement, la stratégie de test indique d'utiliser des tests PCR pour les contacts à haut risque et de réserver les tests rapides, notamment pour les contacts à faible risque. Alors, le médecin du travail qui teste lui-même doit indiquer dans la base de données de Ciensano les résultats. C'est évidemment important pour des raisons de données épidémiologiques, mais également parce que le médecin du travail limite ses tâches à l'entreprise. Et donc tout ce qui sort du contexte professionnel sera pris en charge par les centres de contact, donc la famille, etc., qui prendront le relais.
Alors, comme il s'agit de données médicales, elles sont traitées par le médecin du travail et il peut éventuellement communiquer les résultats du test aussi au médecin traitant du travailleur, mais pour ça, il faut le consentement du travailleur. Alors, il est important de reclarifier que le fait de réaliser des tests ne doit pas s'appliquer à tous les travailleurs de manière générale sans raison. Même si on détermine que les travailleurs pourraient le faire sur une base volontairement, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas puisqu'ils n'ont pas la possibilité de choisir librement, vu le lien d'autorité envers lequel ils se trouvent avec leur employeur. Ils n'ont pas la possibilité de vraiment décider de manière indépendante. Donc, le fait de proposer librement des tests n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus autorisé sur base de la loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail, ni sur la base du code du bien-être au travail. Là, il est uniquement possible de réaliser des tests pour examiner l'aptitude d'un travailleur à une certaine fonction en fonction des risques liés à cette fonction. Et d'ailleurs, cet arrêté royal va dans le même sens puisqu'on délimite explicitement les cas dans lesquels des tests sont autorisés. Donc, ce n'est pas des tests généralisés, j'insiste. D'ailleurs, ce n'est pas d'un point de vue pratique très intéressant puisque ça ne fournit qu'un instantané et c'est même potentiellement dangereux puisque ça peut fournir un faux sentiment de sécurité aux travailleurs qui seraient moins vigilants à respecter les mesures de prévention prévues dans le guide générique notamment. Les partenaires sociaux se sont exprimés à ce sujet, hein, vous pouvez consulter leurs déclarations. Alors, le médecin du travail a besoin de toute la collaboration de l'employeur et du travailleur pour réaliser toutes ces différentes tâches Covid, donc pour le traçage, la quarantaine et le testing. Par exemple, pour le traçage, il est important de savoir qui a été testé positif et était présent au travail. Donc, c'est important que le travailleur le signale lui-même directement ou l'employeur peut aussi le signaler s'il est au courant qu'il y a une infection chez un client ou chez un visiteur. Et donc, c'est important de le communiquer et de le communiquer rapidement au médecin du travail. Le médecin du travail a aussi besoin des coordonnées des travailleurs, voire des tiers éventuellement, et donc c'est important que tout le monde collabore à ce sujet, à ce niveau-là aussi. À ce propos, l'autorité de protection des données s'est prononcée et elle détermine que l'employeur peut communiquer les noms des travailleurs infectés au médecin du travail. Par contre, il ne peut évidemment pas communiquer les noms des travailleurs infectés aux autres travailleurs. Il peut uniquement signaler une infection de manière anonyme. Dans le cadre des voyages à l'étranger, on s'est posé aussi la question de savoir si l'employeur pouvait questionner ses travailleurs. L'autorité de protection des données détermine que le travailleur n'est pas tenu de répondre, bien entendu, sur base de son droit au respect de la vie privée. L'employeur peut toujours demander, le travailleur n'est pas tenu de répondre, et bien sûr, c'est indiqué que l'employeur sensibilise un maximum les travailleurs à ce sujet. Alors, sur le plan de la quarantaine aussi, il est important qu'il y ait une bonne collaboration de la part des travailleurs et de l'employeur. Donc là, c'est important que le médecin du travail signale à l'employeur les cas de quarantaine et comme ça, il pourra suivre le respect des quarantaines. Et il est important aussi que les travailleurs les respectent, même quand ça sort du cadre professionnel. Hein. Donc, lorsqu'une infection a été repérée par le médecin traitant du travailleur, c'est important qu'il respecte bien les règles. Alors, que se passe-t-il s'il y a un refus de subir un test ou de se mettre en quarantaine ? De nouveau, il y a une position de l'ordre des médecins qui détermine qu'on peut toujours refuser un test, puisque ça relève de l'intégrité physique de chacun de pouvoir refuser. Mais ça n'empêche pas le médecin du travail de signaler une infection, une contamination possible dans la base de données de Sciensano. En cas de non-respect d'une quarantaine, là aussi, le médecin du travail peut agir, puisque le non-respect d'une quarantaine pourrait avoir des conséquences directes de causer un danger grave et imminent de santé publique. Et donc là, le médecin du travail peut lever le secret médical et signaler le non-respect d'une quarantaine aux autorités d'inspection régionales. Et elles pourront à leur tour intervenir. Suite à la détection des contacts ou à la quarantaine, etc., le médecin du travail peut constater que des mesures supplémentaires de prévention sont nécessaires dans l'entreprise.
Par exemple, améliorer la ventilation, prendre des mesures supplémentaires au niveau de l'hygiène, revoir le travail en équipe. Et donc, il doit communiquer, il doit signaler tout cela à l'employeur qui va pouvoir réexaminer son analyse de risque en concertation avec, en prenant l'avis des conseillers en prévention compétents et en consultant le plus rapidement possible le comité pour la prévention et la protection au travail, c'est aussi prévu par l'arrêté royal. Alors, vu l'importance de la lutte contre la pandémie de Covid-19, l'idée c'est de la contrôler le plus rapidement possible et donc ces tâches du médecin du travail liées au Covid reçoivent la priorité. Elles doivent primer sur les autres tâches de surveillance de la santé prévues par le Code. Et donc, l'arrêté royal prévoit certains aménagements à la surveillance de la santé. Tout dépendra de l'ampleur de la pandémie, donc de l'intensité que la pandémie peut avoir dans certaines régions ou à certains moments. Et si possible, bien entendu, le médecin du travail essaie de réaliser un maximum de ce qui est prévu pour la surveillance de la santé. Mais s'il n'y arrive pas, il va pouvoir déterminer lui-même quelles tâches il va pouvoir faire en priorité et pour quels travailleurs. Le critère, c'est de tenir compte des besoins prioritaires pour la santé, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le médecin du travail va décider de manière autonome comment il organise la surveillance de la santé, mais va se concerter bien sûr avec l'employeur en pratique. Alors, il va partir de la liste des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de la santé et tenir compte des travailleurs les plus vulnérables, tels que les jeunes travailleurs, les nouveaux travailleurs, les travailleurs qui avaient déjà des problèmes de santé. Il y a plus d'informations à ce sujet dans le rapport au roi. Bien entendu, l'employeur devra informer le plus rapidement possible les travailleurs qui sont concernés par des adaptations de la surveillance de la santé, ainsi que, que le comité pour la prévention et la protection au travail. Donc ça, c'est important que l'employeur tienne bien au courant tant les travailleurs que le comité. Alors, concrètement, le médecin du travail peut se baser sur les directives de l'inspection du contrôle du bien-être au travail. Donc, ça a été déjà explicité par Simon en introduction. Ces notes donnent des explications plus pratiques, plus concrètes, et notamment, par exemple, qu'il ne faut pas effectuer les examens techniques les plus dangereux, tels que les spirométries. Alors, à l'absolu, il faut donner la priorité aux évaluations de santé préalables, étant donné que sans évaluation de santé préalable, le recrutement de nouveaux travailleurs est bloqué. Or, il s'agit de travailleurs que le médecin du travail ne connaît pas encore. Et là aussi, il est indispensable que le médecin du travail voit le travailleur en présence physique. En revanche, pour d'autres examens, il est possible de faire des téléconsultations. Attention, c'est une mesure temporaire. L'idée n'est pas de prolonger cette possibilité à l'avenir. L'Ordre des médecins souligne d'ailleurs qu'il faut que le médecin du travail connaisse le travailleur et ses antécédents médicaux. Et dans l'arrêté royal, on a prévu de limiter les possibilités de téléconsultation à certains examens, dont l'examen de reprise du travail, la visite de pré-reprise, l'examen dans le cas de la protection de la maternité, etc. Donc, il y a des cas limités. Et le médecin du travail doit bien indiquer cela dans le formulaire d'évaluation de santé du travailleur, dans la rubrique F. Et ça n'empêche pas, bien sûr, la possibilité pour un travailleur de demander quand même de rencontrer le médecin du travail s'il le souhaite. Alors, suite à toutes ces tâches, les obligations de surveillance de la santé ne peuvent pas toujours être effectuées dans les délais prévus par le Code, et donc elles vont devoir parfois être réalisées à une date ultérieure. Si possible, il faut que ce soit le plus proche possible de ce qui est prévu dans le Code du bien-être au travail, mais parfois on doit reporter. Si jamais on reporte et qu'on rattrape l'échéance suivante d'une évaluation de santé, évidemment, c'est sans objet de la refaire. Ou alors, si on a un travailleur dans le chômage temporaire, c'est aussi sans objet de refaire. Alors, bien sûr, je souligne encore une fois, il est important de souligner que dès que c'est possible, le médecin du travail essaie de réaliser un maximum de surveillance de la santé tel que prévu par le Code.
En ce qui concerne la tarification, certaines des tâches Covid du médecin du travail font partie des prestations générales pour les petits employeurs, donc elles sont dans l'ensemble des prestations de base, et pour les grands employeurs, donc elles peuvent être payées par les unités de prévention. Il s'agit du traçage des contacts, des certificats de quarantaine et du fait d'envoyer un travailleur subir un test. Par contre, la réalisation de tests directement par le médecin du travail doit être payée séparément, d'être payée à part. Donc, en général, il y a quand même aussi une intervention des autorités régionales puisque ça se fait souvent en concertation avec, en collaboration avec les régions. On termine avec le contrôle. L'arrêté royal est pris en exécution de la loi bien-être et donc ça veut dire que la compétence générale des inspecteurs du contrôle du bien-être au travail est applicable. C'est prévu expressément dans l'arrêté royal. Et donc, CBE a une compétence générale pour contrôler les dispositions de cet arrêté royal. Par exemple, le respect de l'obligation d'information qu'a l'employeur envers les travailleurs ou le comité pour la prévention et la protection au travail par rapport aux adaptations qu'ils ont faites à la surveillance de la santé. Ils vont réaliser cette inspection sur base de l'article 127 du Code pénal social. Par contre, s'il s'agit d'une question d'ordre médical, par exemple le fait de mettre ou non un travailleur en quarantaine ou de décider qui est un contact à haut risque, là c'est un médecin inspecteur social qui intervient. Et enfin, si la question relève des compétences des services d'inspection régionaux, par exemple pour contrôler si un travailleur respecte la quarantaine, là l'intervention de CBE n'est pas nécessaire puisque ce sont les autorités régionales qui s'en chargent. Alors ici, je vous ai mis tous les hyperliens, tous les liens qui sont cités dans la présentation. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez encore toujours les adresser aussi à l'adresse de la DG Humanisation du Travail. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Élise. Et voilà, c'est le moment de répondre aux questions maintenant. Il y a plusieurs questions qui ne sont pas venues. Alors, on sera renforcé pour répondre à ces questions par Nadine Gillis et Valérie Vervliet, des autres juristes de l'élimination du travail. On va commencer par quelles questions? Marie-Élise, on a eu toute une série de questions. Il y avait d'abord une question de Benoît Vassard concernant les entreprises de l'audiovisuel. Parce qu'ils voudraient bien sécuriser, sont demandeurs actuellement de sécuriser davantage certaines situations de tournage d'émissions par des tests de dépistage préalables. Alors, sans qu'il existe une question d'urgence ou de cluster, alors, quelles sont les perspectives à cet égard? Qui va répondre à cette question? Donc, ce serait de réaliser un test préventif en dehors des cas. Oui, ben justement, c'est ça. Il faut respecter les cas qui sont prévus par l'arrêté royal. Et donc, on ne peut pas sortir de ces cas-là. Une réponse a déjà été donnée par écrit, apparemment. Ce que je constate maintenant. Et vous pouvez tous lire la réponse. Et puis aussi, il y avait une deuxième question. L'employeur peut-il demander au médecin du travail de contrôler la santé d'un travailleur en poste, sous-jacent suspicion que santé pas optimum pour réaliser cette tâche? Alors là, Nadine Gillis a répondu par écrit. Je crois que ça vaut quand même la peine de lire la réponse. Nadine, vous allez le faire? Oui, car je peux le faire. Donc oui, j'ai répondu qu'il peut, c'est prévu explicitement à l'article 144, paragraphe 2 du Code du bien-être au travail. Donc, l'employeur avertit le conseiller en prévention médecin du travail lorsqu'il constate que l'état physique ou mental d'un travailleur augmente incontestablement les risques liés au poste de travail. Et à ce moment-là, le médecin du travail juge lui-même en toute indépendance si il doit examiner ce travailleur ou non. Et donc ça, c'est
j'espère que cette réponse est suffisante. Oui, merci beaucoup. Et Valérie, peut-être vous pouvez résumer la réponse à la première question. Excuse-moi que je ne vous ai pas donné la parole. Très en bref, si possible. Oui, attends. J'étais en train de répondre à une autre question, donc il faut que je regarde. Oui. Oui, donc la question était si on pouvait faire des tests en dehors des situations prescrites, en fait, si autre que les cas de cluster et d'urgence et tout ça, si c'était possible de faire des tests de dépistage préalables. Donc, la réponse serait que non, c'est pas possible de tester les travailleurs dans les situations où c'est pas légalement autorisé. Et seulement donc dans ces situations, on peut faire des tests. Donc, soit par exemple pour le secteur des soins, c'est possible de faire des tests parce que c'est le code bien-être au travail qui impose ou qui fait ça possible. Ou bien dans les autres secteurs, comme le secteur audiovisuel, c'est seulement possible dans les cas que cet arrêté royal prévoit la possibilité de faire des tests. Donc, pas seulement juste pour la prévention. Seulement dans les cas énumérés par Marie-Élise que c'est possible. D'ailleurs, il n'y a pas de différence pour les tests PCR et les tests rapides, donc les mêmes règles vont s'appliquer. Et pour les tests rapides, il faut aussi souligner que Scienzano a dit que les tests rapides, on peut seulement les utiliser pour des personnes symptomatiques et des contacts à faible risque parce qu'ils sont quand même moins fiables. Et donc, faire les tests préalables juste pour la prévention, ça donne aussi un faux sentiment de sécurité et donc le risque que les personnes ne vont plus suivre les autres mesures de prévention qui sont en fait mieux pour contenir la contamination. Donc, voilà, ça serait la réponse. Et je pensais que vous avez aussi encore répondu à ça. Si les SIPP ne seraient pas mieux que les SEPP, donc mieux les services internes que les services externes. Ouais. Maintenant, oui, les services internes, certainement, ils peuvent le faire, mais il faut un médecin du travail. Donc, si le service interne n'a pas de médecin du travail, alors c'est le service externe. Parce que ce sont quand même des données qui ont un lien avec la santé, donc qui sont quand même, font partie de la vie privée. Oui. Merci Valérie. Puis il y avait l'autre question que à qui facturer le test par le labo dans le cas d'un cluster sur le lieu de travail. Est-ce que c'est l'employeur ou est-ce que l'INAMI qui paye? Alors là, vous avez fait référence au site de l'INAMI. Hein? Oui, donc il faut faire une distinction peut-être entre le test et le laboratoire pour le test et aussi la prestation de prendre le test, d'exécuter le test ou effectuer le test par le médecin du travail. Donc, le test lui-même, là, il faut regarder les règles de l'INAMI. Donc, je les ai mis dans le chat, le lien vers le site web de l'INAMI. Mais donc, si c'est un test effectué par un médecin du travail, il y a aussi son temps et oui, toutes sortes de choses qui ont un lien avec le fait de prendre un test. Alors là, ce temps du médecin du travail, il doit être payé par l'employeur, bien évidemment. Donc, même s'il y a des cas où le test sera payé par l'INAMI, ce n'est pas la prestation qui sera payée par l'INAMI, seulement le test. Merci. Et puis, je vois d'autres questions. Les examens de pré-pays sont-ils obligatoires après la contamination? Et si oui, quel impact sur le coût? Est-ce compris dans le contrat de base ou devons-nous nous attendre à une augmentation de ces interventions? Oui, j'ai répondu à ça aussi parce que
Donc, les examens de pré-reprise, c'est en fait, il y a des visites de pré-reprise et des examens de reprise. Donc, si on parle d'une visite de pré-reprise, donc c'est pendant l'incapacité du travail, c'est un droit du travailleur, donc il peut le faire à chaque moment. Et en principe, dans la note de CBE, il a mis que ça peut normalement se dérouler via téléconsultation. Les examens de reprise du travail sont obligatoires après une absence de 4 semaines ou plus et uniquement pour des fonctions à risque. Donc, pour ces examens, ils sont compris pour les plus petites entreprises dans le paquet de base et ainsi également les visites de pré-reprise. Donc, normalement, il n'y a pas d'augmentation de ces interventions. Ouais. Et alors, l'autre question encore, hein. Oui. L'employeur reçoit-il les résultats des tests? Ah, Valérie est en train de répondre. Oui. Pardon, je n'avais pas vu. Je pousse maintenant. Oui. Alors, elle peut peut-être mieux. Voilà. Oui, voilà. Voilà, et voilà la réponse de Valérie. Donc, non, l'employeur ne reçoit pas les résultats des tests parce que c'est une donnée médicale, comme je viens de le dire. Mais donc, le résultat va être donné au médecin du travail. Et donc, le médecin du travail doit alors voir si la personne doit aller en quarantaine ou non. Et donc, si les travailleurs doivent aller en quarantaine, soit parce qu'ils sont positifs, soit parce qu'ils sont contact à haut risque, par exemple, d'un travailleur positif ou d'une autre personne positive, alors ça, c'est une donnée que le médecin du travail peut donner à l'employeur. Donc, parce que les attestations de quarantaine doivent aussi être données à l'employeur et aussi parce qu'alors l'employeur peut faire de sorte que les travailleurs ne vont plus se retrouver sur le lieu de travail. Il doit quand même oui, faire le suivi de ça. Donc, voilà. OK. Puis, il y a Vincent Mathieu qui a posé la question. Il me semble que les visites au lieu de travail avec le médecin du travail devraient également rester prioritaires vu que les aspects liés à la protection contre le Covid sont examinés sur le terrain à cette occasion et que ceci contribue donc à lutter contre la pandémie. C'est en tout cas important, je pense, en fait. Hein, en effet, si on veut prendre des mesures de prévention adéquates, on a besoin aussi du médecin du travail pour venir sur place pour voir si les mesures sont bien efficaces. Donc, je pense que la remarque est pertinente. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre tu vas encore ajouter quelque chose, mais... Je crois que c'est clair comme réponse. Puis, lorsqu'un travailleur est repris dans la liste des risques sur le corps de SARS-CoV-2, la vaccination est-elle obligatoire pour ce travailleur? Si oui, le médecin du travail est-il compétent? Alors là, pas question d'obligation. Hein. Non. Si ce n'est pas prévu dans la réglementation, dans le contexte, alors pas d'obligation. On a posé la question au Conseil supérieur pour le secteur privé. Hein. Donc, et cet avis, donc cette position est mise sur notre site web aussi. Donc, là, le Conseil supérieur a répondu qu'il n'y a pas de priorité pour les secteurs qui ont des risques spécifiques ou des secteurs essentiels, mais que c'est surtout l'âge qui va compter. En tout cas, pour le secteur privé. Hein. Donc, c'est la position et en tout cas, chaque fois, la vaccination reste vrijwillig, donc pas obligatoire. Donc, on peut toujours refuser la vaccination pour des raisons médicales ou juste parce qu'on ne veut pas, en fait. On va stimuler qu'on va se vacciner, mais ce n'est pas du tout obligatoire et l'employeur ne va pas savoir les résultats, ne peut pas connaître les résultats. Donc, il ne peut pas savoir si une personne sera vaccinée ou pas. Oui. Et en complément, si le travailleur souhaite se faire vacciner, ça peut être fait via le médecin du travail, en effet, si c'est un travailleur qui est exposé au Covid. Oui, oui.
Oui, en effet, je ne sais pas le code si ça me dit rien, mais c'est peut-être pour les agents biologiques, pour les gens qui C'est sont ça, pour les agents Oh oui, biologiques, ok, c'est ok. possible de faire via le médecin du Ah, travail c'est si le- c'est un travailleur soumis Ouais. à l'assurance de la santé qui est exposé au Covid. Là, c'est possible de faire via la médecine du travail, voire par un autre médecin. Donc ça, c'est une possibilité si c'est un travailleur qui travaille avec les agents biologiques. En effet, Marie-Élise, maintenant je vois que c'est le code livre 6. Oui, oui, je m'excuse, en effet, oui, tout à fait. D'accord, Ouais. merci, c'est clair. Alors, pas mal d'autres questions, je saute. En bas, pourriez-vous spécifier les tâches du médecin du travail dans le cadre de la fonction publique? Quelle partie du tracing incombe à l'employeur et au médecin du travail dans Préva? En fait, il n'y a pas de différence entre ce qui s'applique pour les fonctions publiques et dans le secteur privé. Non. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. C'est en effet ce que j'ai répondu, oui. Donc, Oui. c'est le médecin du travail. D'Empreva, c'est le médecin du travail pour la fonction publique. Si le service est chez Empreva, alors c'est la même chose que comme le médecin du travail d'un ECPP ou d'un SIPP dans une entreprise privée. Donc, oui. Même partage des tâches. Puis il y a le docteur Repold qui demande de quelle manière les médecins du travail vont-ils être impliqués dans la vaccination des travailleurs des services essentiels. Alors, là, je vais peut-être essayer de répondre très en bref. En principe, il y a la vaccination de la population qui est organisée selon ce qui est décidé au sein du task force et des régions en question. Et voilà, pour le moment, il n'est pas prévu que la vaccination soit organisée avec les entreprises. Il est évident qu'il y a des médecins du travail qui se sont déjà présentés pour aider dans la vaccination générale de la population, dans les centres de vaccination prévus. Mais voilà, ce n'est pas prévu de prendre une partie de la population ouvrière et de la faire vacciner par les entreprises. Il y a encore, par exemple, en Flandre ce matin, il y a eu du débat à cet égard. Mais maintenant, la vaccination doit être faite selon l'ordre de la susceptibilité d'une partie de la population en question. On commence par toutes les personnes, évidemment, qui travaillent dans le secteur, disons, très largement le secteur des soins. Et puis les personnes âgées de plus de 65 ans. Puis par après, il y aura les personnes entre 45 et 64 ans qui souffrent d'affections médicales qui les prédisposent à être beaucoup plus malades quand ils seraient atteints par le Covid. Puis après, ce seront les autres personnes entre 45 et 64 ans, parce que l'âge est quand même très important. Puis par après, les personnes de moins de 45 ans qui ont des facteurs prédisposants à souffrir beaucoup de Covid, et puis les autres personnes. Alors, voilà, ça demande une organisation extrêmement compliquée pour pouvoir mener à bien tout ça et interférer dans ce genre de système avec encore des vaccinations qui seront faites par entreprise ou dans une série d'entreprises. C'est quelque chose qui rendrait les choses beaucoup compliquées, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement quand on disposera de quel vaccin, à quel moment, quels sont les vaccins le plus aptes pour telle ou telle catégorie de personnes, etc. etc. Pour le moment, l'option a été prise clairement de faire ça dans le cadre de la vaccination de la population générale. En plus, on risque de donner priorité à certaines personnes qui travaillent dans certaines entreprises vis-à-vis des personnes qui ne travaillent pas dans ces entreprises. Si on vaccine par entreprise, c'est quelque chose de très compliqué, évidemment, et d'inacceptable d'un point de vue déontologique. On donnerait priorité à certaines personnes qui appartiennent, par exemple, à une catégorie qui n'est pas prédisposée à souffrir beaucoup de Covid, à d'autres personnes qui se trouvent dans la population générale qui ne font pas partie d'une de ces entreprises où on vaccinerait. En ce moment, voilà, c'est toute une histoire extrêmement compliquée, évidemment.
toute cette affaire se poserait d'une façon différente l'année prochaine, quand il n'y a pas question de priorité, mais quand on pourrait, par exemple, si d'autres vaccins devraient être donnés l'année prochaine, alors on peut vraiment planifier tout ça tout calmement. La question de priorité ne se pose pas de la même manière. Voilà. D'autres questions? Ça, c'est une prise de possession, ce que j'exprime et que j'explicite un peu plus des partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur. Je descends. Il y a encore des questions que vous avez répondues entre-temps, Valérie ou Nadine ou Marie-Élise, et que je n'ai pas encore citées. Une aide familiale qui est positive Oui, au Covid. C'était la question que j'allais justement répondre. Donc, on fait référence pour faire le traçage aux règles de Sciensano. Donc, ça veut dire que selon les règles de Sciensano, on est contact à risque si on a eu contact 2 jours précédant l'apparition des symptômes jusqu'à la fin de la période de contagiosité, donc fin de l'isolement en fait, ou bien 2 jours précédant la prise du test. Donc, ce n'est pas 10 jours qu'il faut aller en recul si quelqu'un se fait tester. Normalement, après le test, il faut directement aller en quarantaine. Donc, ce n'est pas 10 jours avant. Mais ce serait quand même bien si on doit faire le traçage d'une aide familiale qui a visité les personnes, de bien contacter certainement les gens avec qui elle a été en contact les 2 ou peut-être 3 jours précédents, soit aux symptômes, soit avant le test. Oui, merci. Je vais poster le lien dans le lien vers ça dans le chat. Oui. Et puis il y a la question de Marie Alfares. Dans le cas d'un employeur qui impose le port du masque et met à disposition des masques chirurgicaux, si le travailleur demande à ce que masque FFP2 soit mis à disposition, est-il possible d'organiser une visite médicale afin que le médecin du travail donne son avis? Le médecin du travail va toujours donner son avis, évidemment, sur les masques à porter, mais je crois que dans ce cas, ça dépend du contexte dans lequel le travailleur se trouve. S'il faut un masque FFP2 ou si un masque chirurgical est suffisant. Je crois que c'est ça le plus essentiel pour répondre à cette question. Puis l'enfant d'un travailleur est isolé suite à un cluster dans son école. Dois-je considérer le travailleur comme à haut risque jusqu'à ce que l'enfant ait 2 tests négatifs, et dans ce cas, le médecin du travail doit-il être prévenu? Peut-il lui-même envoyer les codes pour les tests? Je crois que le travailleur est alors à considérer comme étant à haut risque. Mais alors, jusqu'à l'enfant ait 2 tests négatifs, et dans ce cas, un cluster dans son école. Ah oui, l'enfant n'est pas positif, mais c'est un cluster dans son école. Ça, c'est une autre chose. Hein. C'est pas encore un test positif de l'enfant, donc dès le moment que c'est positif, le travailleur devient au risque selon moi, mais avant il n'y a pas de raison. Non, auparavant, il n'y a pas de raison, non. Seulement, il faut que ces travailleurs soient avertis d'être beaucoup plus prudents, de respecter scrupuleusement toutes les règles telles que prévues dans le guide générique. Hein. Ça, c'est le plus important. Ouais. Je monte encore pour voir s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas encore répondues, parce qu'on est presque à la fin de ce webinaire. Oui, j'ai aussi alors, la question rappelée qui est contact à haut risque. Ouais. Donc là aussi, on fait référence à ce que Sciensano dit comme contact à haut risque. C'est surtout les contacts étroits. Donc normalement, c'est quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un d'autre pendant au moins 15 minutes à une distance de moins d'1,5 mètre
et face à face. Donc, par exemple, pendant une conversation ou pendant un lunch ou quelque chose, et sans utilisation correcte du masque. Donc, ça, certainement, aussi, si on a eu contact physique direct avec des personnes contaminées ou avec des fluides corporels d'un patient, par exemple, de quelqu'un contaminé avec le Covid, quelqu'un qui a reçu un alerte de l'application Corona Alert, qu'il a été contact à haut risque, là aussi. Et puis, si on a voyagé avec quelqu'un qui a Covid pendant plus de 15 minutes, par exemple, dans une voiture fermée et sans que toutes les personnes avaient le masque. Donc ça, j'ai mis le lien dans le chat. Ça, c'est le lien vers le site de Sciensano. Excellent. Si je parcours les questions et je crois qu'on a quasiment répondu à toutes les questions. Il y a encore une question de Dr Marie Grosjean. Ah oui, je la vois maintenant, oui. Nous sommes parfois confrontés à des employeurs qui ne nous ont pas interpellés pour le tracing. Et quand ça flambe, on nous appelle. Quid est notre responsabilité si on ne nous prévient pas? Ouais. Oui, alors dans ce cas, évidemment, il y a une grande responsabilité de l'employeur dans ce cas. Ça, c'est clair, mais je crois qu'il faut quand même agir de toute façon en tant que médecin du travail. Je crois qu'il faut y aller très vite. C'est très important, dès qu'on est au courant du fait qu'il y a un cas positif dans une entreprise, qu'on s'occupe du tracing et du tracking. Et puis, une autre question encore que je vois, et j'ai bien compris, si test réalisé à charge de l'employeur, si traçage et certificat de quarantaine, je l'ai pris dans les unités de prévention. Oui, donc pour ça, en effet, si donc traçage et attestation de quarantaine et renvoi pour les tests, c'est pour les grands employeurs par unité de prévention. Pour les petits, donc les sans des conseillers en prévention formés, c'est dans le paquet de base, disons. Donc, dans ce qu'ils ont payé comme contribution à leur service externe. Si on demande au médecin du travail de faire lui-même le test, alors il faut payer ça à côté du paquet de base pour les petits employeurs, et pour les grands, ils peuvent le payer avec les unités de prévention s'il y en a encore, sinon c'est à payer à part. Donc ça, c'est le... Et puis la question, le médecin du travail peut-il s'occuper de la vaccination, secteur où cela sera prévu, hein, comme dans le secteur des soins? Je suppose que c'est ça que la personne veut dire. Et si oui, est-ce compris dans les prestations générales où ce service sera payant? Je suppose que ça sera payant, mais bon, pour le moment, il n'y a que le secteur des soins, et peut-être j'ai compris la police comme secteur où ce sera une vaccination par catégorie professionnelle. Mais je suppose que ça sera... Dans les entreprises A, B et C+, hein, de toute façon. Ce sera fait avec les unités de prévention et pour le C- et le D. Je sais pas, c'est pas prévu en fait. Donc c'est pas dans le paquet de base en principe. Mais bon, pour la vaccination, il n'y a pas encore des choses réglées dans la législation, puisqu'il c'est pas encore clair qui va faire quoi. Sauf pour le secteur des soins où ça fait partie des choses normales pour le médecin du travail. Donc pour ça c'est réglé, mais pour les autres, pas vraiment. Puis, il y a aussi une question sur les visites préalables pour les nouveaux engagés avec juste risque écran. Oui. Mais il n'y a pas d'examen normalement médical. Pas vu, hein? Non, il n'y a pas une évaluation de santé en tout cas. Non, ça c'est supprimé, ouais. Et je crois qu'on a abordé toutes les questions maintenant. On n'a pas trop dépassé le temps qui avait été prévu pour le webinaire.
Pour confirmation, la méthode de tracing est bien comprise, mais comment le médecin du travail est mis au courant d'une situation de contact au risque d'une personne contaminée présente sur le lieu de travail? Ça peut être le cas de différentes manières, évidemment. N'importe quelle que la manière dont elle soit mise au courant. Oui, ça dépend qui est au courant. Hein. Si l'employeur est au courant, c'est à l'employeur. Notifier évidemment au médecin du travail alors si l'employeur est au courant. Oui, si les travailleurs, on conseille aussi de avertir le médecin du travail en tout cas. Et si le contact center est au courant, normalement, ils demandent si le travailleur était sur son lieu de travail 2 jours avant sa contamination, je pense. Et donc là aussi, le contact center va prendre contact, je pense, avec les médecins du travail. C'est correct, Valérie? Attends, sorry, je suis en train de répondre. Non, c'est OK. Et puis il y a encore pas mal de questions qui arrivent. Il y a encore une question. Bonjour, pour la situation spécifique des stagiaires, qui doit réaliser le tracing? Intuitivement, je dirais les EPP du lieu de stage, mais comme la surveillance de santé dépend de l'école d'où proviennent les stagiaires, le médecin du travail de l'école est souvent contacté alors qu'il n'a pas les informations, qu'il ne se pose pas des informations de contact du lieu de stage. Non, c'est le lieu de stage parce que, bon, on a dit que le tracing, c'est sur le lieu de travail et pour tout le monde qui s'y trouve. Donc, aussi pour les stagiaires, aussi pour les intérimaires. Donc, ça n'a pas un lien direct avec la surveillance de la santé. C'est parce que c'est le lieu de travail là qui prend précédence. Oui, c'est ça. Et le stagiaire, l'employeur du stagiaire est quand même la place le lieu où il travaille. Hein. L'employeur où il travaille à ce moment-là. Oui, c'est pas très utile pour l'école qui n'a pas les données, qui n'a pas accès au lieu de travail où il a pu contaminer des gens. Donc, ça, c'est pas vraiment utile. Il y avait aussi une question pour les clusters. Si on est prêt à lancer un testing, mais si on doit obligatoirement attendre la VIC pour commencer, ben non. Si on est dans les situations prévues par l'arrêté, non. Alors, c'est le médecin du travail qui va décider. Oui, en effet. Il y avait encore une demande de confirmation, si on avait bien compris une réponse. D'après ce que vous venez de dire, le service interne, sans médecin, alors ne va pas intervenir dans le tracing à cause de la confidentialité des données médicales. Oui, c'est toujours le médecin du travail qui va s'en occuper, ça c'est clair. Oui, ou éventuellement ses infirmiers ou son personnel qui est lié à lui, mais qui est aussi tenu par le secret médical et sous sa responsabilité. Donc, il fait partie du service de médecine du travail, c'est ça. Oui. Je crois qu'on a eu tout. Je crois qu'il faut s'arrêter quelque part. Peut-être qu'il y aura encore des questions qui vont arriver, mais voilà. Je crois qu'on était... qu'il y avait plus de 130 personnes qui ont participé à ce webinaire. Et je tiens à remercier les organisateurs, les participants pour leur présence, et aussi Simon, Marie-Élise, Nadine et Valérie pour avoir préparé la présentation et les avoir présentées. Et voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Et merci beaucoup, comme c'est décidé le mais maintenant, de votre attention. Et à une prochaine occasion, ce sera une bonne habitude que l'Immigration du travail va nous fournir des webinaires chaque fois qu'il y a un nouvel arrêté royal qui mérite bien d'être expliqué aux personnes qui, d'un point de vue professionnel, sont très concernées par ces arrêtés. Je vous souhaite tous une excellente après-midi. Merci beaucoup à tout le monde. À une prochaine occasion. Au revoir. Au revoir. Au revoir.